Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'African Cities Voices et aujourd'hui un nouvel architecte. Nous sommes à Marrakech dans son bureau. Alors selon la tradition, je vais le laisser se présenter. Khalil Mourad El Ghilali, architecte, enseignant et chercheur en recherche expérimentale à l'intérieur de mon agence. On développe depuis 2016, une agence qui a été fondée en 2016 qui s'appelle Atelier BE, une recherche expérimentale autour des dynamiques locales, des matériaux locaux et puis de tout ce qui touche au territoire, au changement climatique, à l'architecture hypercontextuelle. Ok. Alors comment est-ce qu'on fait On est chez toi ici à Marrakech. Comment est-ce qu'on devient jeune architecte à Marrakech? Quel est ton parcours? J'ai eu un parcours assez éclectique où j'ai été diplômé de l'ENA, où j'ai commencé mes études au Maroc, où j'ai quitté pour la Belgique, pour enfin revenir au Maroc, où j'ai eu mon diplôme d'architecte, pour ensuite repartir en Grèce, entamer un doctorat d'architecture. En parallèle, en fait, je m'étais aussi intéressé énormément à tout ce qui touchait à de la recherche expérimentale mais pratique. Donc c'est vraiment des conclusions qui sont venues à la suite de plusieurs années de recherche, on va dire, académique, où je me suis rendu compte que je voulais quand même qu'il y ait une recherche expérimentale autour de ce que j'étais en train de développer. Et finalement, quand on rentre au Maroc, on a créé l'école d'architecture de Fès avec Iman Benkelan et un groupe d'amis. Donc l'idée, c'était aussi de comprendre quelles étaient les dynamiques derrière l'enseignement, les pédagogies de l'enseignement. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvé à Rabat pour ensuite créer mon agence à Rabat. Donc dans le siège est encore à Rabat et enfin ouvrir une annexe à Marrakech. Parce que finalement, toutes les démarches qui touchaient notamment à ma recherche, autour du changement climatique et autour des matérialités locales, mais aussi de l'expérimentation autour du virtuel ou autre, se retrouver par la force des choses, surtout à Marrakech. Donc, on s'est retrouvé un peu contraint, on va dire, de venir s'installer à Marrakech, là où se situe le plus gros du savoir marocain autour de ces thématiques-là. Mais alors on va revenir un peu en arrière parce que tu allais rapidement. Tu commences au Maroc et pourquoi tu pars en Belgique? Qu'est-ce qui fait qu'on quitte pour partir et pourquoi la Belgique? C'est un sujet où je me retrouve assez entouré par ce pays-là. C'est un pays qui, déjà, pour ne pas aller en France, parce que bon, c'était un peu la tendance à l'époque, tout le monde quittait pour la France, je voulais expérimenter un autre pays. Ensuite, il y a eu cette opportunité, on avait accueilli des étudiants qui venaient de Belgique à l'ENA, et où j'avais eu beaucoup d'échanges autour de ça. On était assez peu nombreux à l'École nationale d'architecture et je voulais aussi voir comment d'autres écoles enseignaient l'architecture, comment être confronté à d'autres problématiques. Et par la force des choses, il y a eu des discussions. J'ai été complètement charmé par leur discours, la manière avec laquelle ils arrivaient quand même à expliquer les choses. L'école assez technique. Et du coup, je me suis retrouvé à Bruxelles, à Cambre, en deuxième année d'architecture. J'avais quitté en échange, retrouvé à Bruxelles à faire mes études là-bas. Et c'est pour moi, c'était d'abord assez intéressant dans le sens où ça m'a confronté à moi-même, à ma culture. Je me suis retrouvé enfin, je me suis rendu compte que finalement, je connaissais, j'étais plus à même de connaître la culture occidentale à travers mes études d'architecture que ma culture marocaine en fait. J'avais aucune idée de tout le savoir qu'on avait chez nous et de tout le bagage historique que portait ce pays, non seulement culturellement, mais on a tendance à souvent folkloriser le savoir marocain, mais vraiment dans le sens de la construction des bâtisseurs, de l'urbanisme. Et c'est en faisant un atelier d'architecture, architecture anthropologie, que je me suis rendu compte de tout ce à côté, tout ce où tout le savoir à côté duquel on était en train de passer. Et, et donc j'ai eu une vraie prise de conscience par rapport à ces sujets-là et je me suis dit que finalement la meilleure manière de vraiment découvrir ça, c'est de rentrer au pays, de rentrer en pays et de comprendre, d'essayer de comprendre. Mais alors si je te comprends bien, quand tu étudiais au Maroc, tu n'avais pas conscience de ça et c'est le déplacement en Belgique qui t'a fait comprendre En effet, ta propre culture. exactement, parce que tu rencontres des gens par la force des choses qui sont vraiment conscients de leur culture, qui sont défendeurs de cette culture-là et qui sont des passeurs par la même de cette culture-là, qui en sont fiers.
tu rencontres des gens, que ce soit en architecture. Bon, moi, j'avais eu la chance de me retrouver dans des colloques où il y avait plein d'autres domaines, dans des psychanalystes, d'autres personnes qui étaient à l'ONU. Donc, on a eu beaucoup de sujets autour desquels on échangeait, autour de la politique. Il y avait beaucoup d'enjeux à l'époque en Europe, notamment toutes les questions autour du Maghreb, toutes les questions autour des Arabes. Et donc, j'étais très très sollicité par beaucoup de questions et par la force des choses, je me retrouvais parfois à balbutier, à ne pas savoir exactement d'où on venait, enfin en tant qu'Africain. Au Maroc, on a cette double casquette de vraiment se sentir plus appartenir à l'Europe qu'à l'Afrique, et donc d'autant plus que il y a ce rapprochement géographique entre les deux pays, encore plus méditerranéen, mais on a tendance à vraiment oublier que toute cette histoire-là est purement africaine et géographiquement localisée dans un continent. Et puis aussi, l'enseignement de l'architecture ne nous apprend pas tellement ça, en fait. On se rend compte qu'il y a un pan de l'histoire qu'on ne connaît pas, qui n'a pas été assez documenté de par la manière avec laquelle la passation du savoir se faisait, de manière orale et autres. Et donc, il y a eu une vraie envie de revenir et de renouer avec cette source première. Même si en première année, on avait eu l'occasion quand même de baigner dans des architectures locales, je considérais à l'époque que c'était plus de l'ordre, on va dire, de la fantaisie qu'autre chose. Mais le fait d'aller à l'étranger, je me suis réellement rendu compte qu'on avait un vrai savoir qui était complètement délaissé, qui était millénaire aussi, qui n'a jamais été documenté. C'était ces questionnements-là qui m'avaient poussé à revenir et à essayer de creuser un tout petit peu les choses. Après, c'était pas aussi simple. En vrai, c'était assez paradoxal, parce qu'il y a toujours une relation d'amour et de haine. Quand tu quittes un pays, tu as envie aussi de te découvrir, d'avoir des conditions qui sont autres, et puis quand tu reviens, tu es confronté encore aux mêmes conditions qu'avant. C'est aussi cette paix-là que j'ai cherché à retrouver en moi, et donc à revenir, enfin vraiment à ma ville natale, en fait. Moi, je suis originaire de Marrakech, mais j'ai quitté très très jeune cette ville. Enfin, ma famille a quitté très jeune la ville. Donc revenir à Marrakech était pour moi peut-être l'aboutissement de cette quête-là, de revenir vraiment dans un territoire auquel mes grands-parents appartenaient, mais que je ne connais pas, en fait. Mais on dit que nul n'est prophète en son pays, alors est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté en revenant à Marrakech, ou quel est comment, quand tu reviens d'étranger ou que tu as étudié à l'étranger, par rapport à tes collègues qui, eux, sont restés, par exemple, à l'ENA, est-ce qu'il y a des petites frictions, est-ce qu'il y a des points de vue divergents, ou est-ce que finalement, c'est toi, dans ton parcours, tu avais besoin de bouger, mais qu'un autre aurait très bien pu arriver, je dirais, à la même maturité que toi, mais en restant au Maroc? Alors, c'est une sacrée question, parce qu'en vrai, la question de la maturité en architecture, et j'y crois aussi en tant qu'enseignant, elle peut arriver suivant la personnalité de différentes manières et à différents âges. Et je crois qu'il y a eu un grand impact de mon voyage à l'étranger, d'abord en Belgique, ensuite en Grèce, qui a fait que j'ai voulu porter en moi vraiment cette fierté d'être marocain, en fait. Enfin, au-delà d'être un citoyen du monde, on, on porte certainement les mêmes combats, mais d'avoir une origine, enfin, de venir, de parler de quelque chose que je connais. Et une personne, pour moi, enfin, il y a un adage d'ailleurs qui est très très beau de Khalil Gibran qui parle de ça, en fait, on dit que l'identité ne se vit qu'à l'étranger, que dans l'exil. Donc là, pour moi, c'était réellement formateur de me confronter à moi-même, parce que en voyageant, ça te permet quand même de te poser pas mal de questions sur qu'est-ce que le bien-être, qu'est-ce que la qualité de vie, qu'est-ce que finalement, quelle est la manière, les modes de vie adéquats. On peut avoir une superbe infrastructure, mais en même temps se sentir malheureux dans un pays. Et est-ce que c'est en relation avec le soleil, avec la manière d'être, avec le bien vivre, avec le fait de prendre du thé? Il y avait beaucoup de des nostalgies qu'on n'a pas tendance à avoir quand on est au Maroc. Et quand on est à l'étranger, bah, en fait, ce qu'on appelle en Darija al-Gharba, bah, en fait, c'est l'exil, ça te ramène par la force des choses à te poser ces questions-là. Et donc, je ne pense pas qu'une personne qui est passée toute sa vie au Maroc puisse avoir cette expérience si elle ne quitte pas le territoire. Maintenant, oui, il y a des personnes qui défendent leur patrimoine, qui ont eu la chance peut-être dès le début d'avoir d'avoir cet éveil ou de s'être connecté avec ce territoire-là ou avec son territoire
de manière organique, on va dire. Moi, je pense que j'avais vraiment besoin de ça. J'avais vraiment besoin, et à 2 reprises, hein, moi j'ai quitté le Maroc à 2 reprises. Et il y a eu un premier retour, notamment, où il y a eu des frictions, où j'arrivais pas du tout à comprendre pourquoi les gens ne comprenaient pas, en fait. Et puis, j'ai requitté pour la Grèce, où j'avais un pied ici au Maroc et en Grèce pendant 4 ans. Et où, juste avant le Covid, j'ai vraiment décidé de rentrer. Je me suis dit, là, pour le coup, je vais rentrer, je vais vraiment accepter mon pays tel qu'il est, avec ses défauts, ses inconvénients, et je vais vraiment faire la paix avec eux. Et je vais vraiment combattre pour ça, en fait. Tous les pays ont eu des personnes qui combattent pour leur pays. Pourquoi nous, on devrait aller chercher ce que d'autres ont bâti dans leur pays, tu vois. Donc, il y a une vraie question dans ce sens. Alors, tu dis un peu, simplement, je suis rentré, mais concrètement, comment on rentre au pays quand on est architecte? Ouais. C'est quoi, on loue une pièce et on met architecte sur la porte et on attend que les gens viennent? Ou comment est-ce que, concrètement, dans le détail, c'est ce qui nous intéresse dans ces podcasts, c'est comprendre véritablement dans le détail comment les choses viennent. Il y en a qui viennent d'une longue lignée d'architectes et de traditions, donc ils ont un retour dans le cabinet familial existant. D'autres montent de toutes pièces leur cabinet. J'aimerais comprendre exactement, il n'y a pas de jugement de valeur là derrière, mais de comprendre comment est-ce qu'on arrive finalement à rentrer au pays, et quels sont les premiers pas qu'on doit faire. Et comment est-ce qu'on obtient son premier mandat, ou voilà, ce genre de choses. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est assez. Ça n'a pas été facile. On s'en rend compte après coup, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de providence dans tout ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé automatiquement à entamer une thèse, alors que je savais même pas ce que ça impliquait en termes d'efforts. Et je me suis pris à aimer ça, à aimer enseigner, surtout pas à aimer faire de la recherche académique, mais à aimer vraiment transmettre. Ça a énormément forgé ma pratique. Dès le début, il y avait déjà des bribes d'atelier BE alors que j'enseignais. Et donc, à partir de la 2e année d'enseignement déjà à FES, j'avais cette idée-là. Il y avait Atelier BE qui était déjà fondé, on était associés, on a créé ça, c'était une boîte. Mais où on n'avait pas de local. C'était une boîte qui se localisait dans notre appartement. J'étais en colocation, on bossait depuis le salon, on va dire. Mais tu rentres quand même à ce moment-là comme enseignant. Exactement. Donc c'est le salaire de l'enseignant qui te permet de gérer. Et encore, parce que quand on parle à l'époque en tant qu'enseignant vacataire qui n'a pas d'expérience, en fait tu agis vraiment presque bénévolement. Il y a très, très peu de moyens, donc il y a eu je faisais 2 boulots en parallèle. Je bossais aussi pour d'autres agences. Et en parallèle, ça me permettait d'épargner assez, au moins pour pouvoir faire des concours et des consultations. On s'est rendu compte au bout de 2 ans qu'avec mon associé, on ne s'entendait pas tellement bien sur la vision du projet, et donc on s'est séparés. Je me suis retrouvé très rapidement à devoir gérer l'agence tout seul. Toujours avec les mêmes contraintes, devoir bosser à côté. Donc à partir de là, il y a eu toutes ces questions-là de vraiment, c'est des choix existentiels. À un moment, tu te poses la question, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans ça? Et quel type de pratique j'ai envie de développer? Et c'est là où j'ai décidé de ne plus faire de concours et de ne plus faire d'architecture, on va dire, classique, et de vraiment aligner mes sujets de recherche doctorale avec ce que je fais en agence. Je travaille sur du changement climatique, j'étais forcément confronté à des ouvrages qui étaient quand même assez... je recevais pas mal de gifles, hein. C'est quand tu te dis, quand on considère que le bâtiment il constitue 40% du problème, au moment où tu te poses des questions, et surtout que tu as une pratique qui veut parler de ça, tu te poses la question sur quel type de projet tu as envie d'avoir. Donc j'ai arrêté de prendre des projets qui construisent en béton. Ça a été vraiment le premier choix, et c'était une décision qui était assez dure à l'époque, parce que j'avais un seul projet avec lequel je tournais. Et déjà, qui était juste c'était les écoles préscolaires qu'on avait eues sous consultation, et encore une fois, c'est vraiment des questions, je ne sais pas qu'est-ce qui était en train de drainer le sujet à l'époque, mais on avait postulé pour cette consultation en utilisant de la terre. Et je ne sais pas s'ils n'avaient pas lu le cahier des charges, et on l'a eu, la consultation. C'était un beau projet, je pense qu'ils sont plus basés sur l'image. Ils se sont rendus compte après coup que c'était en terre. Mais une fois que les cahiers de charges étaient passés, ils devaient les construire en terre. Donc je me suis retrouvé rapidement à devoir faire un projet en pisé. Un projet étatique, en pisé, en plein milieu de l'Atlas. Mais tu savais faire? Oui, j'avais eu, pendant mes années d'études, je revenais assez souvent au Maroc pour faire des workshops.
Ok. J'étais assez engagé dans tout ce qui est société civile, donc il y avait les bribes aussi de l'association Labina qui était en cours, Mhm. avec laquelle j'avais participé à plusieurs workshops. On avait aidé des gens aussi pendant les inondations de Taroudan en 2016. Donc il y avait beaucoup de discussions autour de ça. La sensibilité, elle avait déjà commencé à se développer. Je voulais faire ça, mais je ne savais pas comment. Personne ne construisait, n'autorisait de projet à l'époque en matériaux locaux, surtout dans des zones urbaines, encore moins pour des projets étatiques. Il y en avait quelques-uns. C'était principalement, quand tu creusais un tout petit peu plus, c'était principalement bétonné. En fait, tu avais des structures, etc. Et donc, c'était un coup de poker qui passait. Donc, j'avais ce projet-là et du coup, je bossais, qui était très, très peu, ce qui n'était pas rentable en fait. C'était vraiment un tout petit projet. On parle de quelques classes de Mhm. préscolaire, un peu éparpillées dans la classe. Et j'ai voulu vraiment faire ce projet-là, me concentrer dessus. Et donc, par là même, euh, je me suis encore plus engagé dans l'associatif. Et donc, on a refondu l'association Labilin, qui est une association qui agit pour le savoir-faire local, pour la valorisation des territoires ruraux. Et de fil en aiguille, au fait, je me suis ouvert à d'autres pratiques. Je suis sorti du cadre des architectes, où on se retrouve surtout à parler théorique, et j'ai été complètement confronté à la réalité des choses, hein, à agir avec des gens qui étaient complètement euh, qui étaient dans des situations insalubres, à devoir aider des gens à avoir un abri, à essayer de comprendre quelles sont les vraies problématiques, pourquoi les gens refusent de construire avec ce type de matériaux, à être en contact avec des ingénieurs, des topographes, des gens qui sont vraiment qui sont dans ce métier, qui sont dans cet engagement depuis plusieurs années, certains depuis 25 ans. Donc le réseau, il a commencé à se constituer de cette manière-là, beaucoup plus dans l'associatif que dans la pratique elle-même. Et en fait, c'est ce travail-là associatif qui, par la suite, a fait que j'ai pu avoir mes premiers projets. D'abord à travers des ONG, ensuite à travers l'agence a commencé à se faire connaître pour son expertise dans ce domaine-là, à faire des expertises aussi pour des organismes internationaux, ensuite à avoir des projets, des clients privés à participer à. Et donc la démarche elle s'est construite de cette manière-là. Entre-temps, en fait, moi j'avais pas de bureau. J'ai eu mon premier bureau en 2019 où on était encore associés, où on a pris nos premiers bureaux. Et avant la fin de 2019, on n'était plus ensemble. Donc, à un moment, je me retrouve une fois de plus sans bureau. J'ai un pied ici, un pied en Grèce. Et en rentrant, je me dis, bon, in fine, ce que je vais décider de faire, c'est que je vais prendre un bureau à Marrakech et je vais décider d'être là. Et adviendra ce qu'il adviendra. Alors, on va commencer à bosser dans ce sens et on verra ce que ça va donner. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai mis 200% de mon temps dans ce que je faisais en tant qu'archer. En attendant, pas forcément. On a souvent tendance à dire que c'est très difficile de commencer, d'aller chercher des clients. En fait, le plus compliqué, c'est de s'aligner à des valeurs qui, euh, qui font que quand tu te réveilles le matin, tu sais exactement pour quelle raison tu refuses un client ou tu l'acceptes. Et une fois que tu sais quel type de client tu vises, en fait, tu sais pourquoi tu vas les voir. Donc il y a toute une dynamique qui se développe. Je ne me vois jamais prospecter, et pourtant j'arrive quand même à décrocher des clients ou des projets qui viennent. Et en fait, il y a eu aussi, une fois de plus, un vrai changement de paradigme après le Covid, que j'ai vraiment vécu en fait. Avant, il y avait des gens qui se posaient la question de comment construire, ensuite il y a eu des gens qui se posaient vraiment la question de la qualité du bâti, des questions autour de la pollution, des questions de la qualité de vie. Il y a eu un vrai changement, et ça, je l'ai senti en agence. Et donc, j'ai eu la chance peut-être d'être un peu précurseur, et donc je me suis retrouvé automatiquement dans cette ligne-là. 2 ans plus tard, il y a le séisme qui frappe, et il s'avère que les projets que j'avais construits, mes premiers projets, sont pile poil à côté de l'épicentre. Et ils ne bougent pas. Et donc c'était pour moi aussi une preuve, et ça m'a énormément mis en confiance par rapport à ce que je développais. C'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à travailler sur les questions du parasismique, la réaction au changement climatique, mais à travers différentes catastrophes naturelles, inondations, comment on peut donner des alternatives, pas en hybride, mais des alternatives complètes au domaine du BTP, en fait, au domaine au ciment, aux structures porteuses en béton. Et donc avoir vraiment des bétons de terre, des bétons de chaux, revenir vraiment sur de l'archéologie du bâti. Essayer de reprendre. Il y a aussi une autre lecture de l'histoire qui se fait, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre comment les Almoravides ont construit, comment des bassins qui ont plus de 800 ans ont été restaurés une seule fois et sont encore en marche,
comment des tours comme la Koutbia n'avaient pas de béton, ben, en fait ils ont résisté au séisme. Mais il y a tout un volet extrêmement intéressant qui se déploie en termes de conscience, où tu te dis, hein, ces gens ils étaient pas si cons en fait. Donc il y a moyen de reprendre et de revenir sur des pratiques qui étaient ancestrales, de reprendre là où il fallait reprendre. Et c'est à partir de là pour moi, c'était un peu une conclusion de thèse. J'étais parti sur de la technologie, on revient à de la techné, de la technologie, mais à petite échelle, de la technologie qui peut être assimilable et appropriable par les habitants, par tout le monde. Pas de la technologie qui nous dépasse tous, en fait. Moi, ce que j'aimerais comprendre quand même, parce qu'il y a une fascination au Nord, dans les étudiants que j'ai à Lausanne, quand ils veulent construire un projet au Maroc pour leur travail de diplôme, ils veulent faire en terre. Et il y a cette fascination, on va au Sénégal, on veut faire en terre, on va partout, on veut faire en terre. Mais quand on est quand même sur le continent africain, bon, ça c'est les matériaux traditionnels, mais il nous faut des matériaux modernes, selon la formule consacrée. Donc c'est quand même compliqué. Quelle est la situation au Maroc? Parce que on comprend et on revendique, et tu le fais très bien, cette tradition, cette appartenance, mais dans les bâtiments récents, on n'a pas cette appartenance-là. Ouais. Je pense que le Maroc, comme tous les autres pays africains, souffre de leur patrimoine. En fait, c'est vrai, c'est une vraie. Parce que on vit pas les choses de la même manière qu'en Europe. C'est une vraie discussion parce que en Europe, on va dire que le béton est en train de devenir un matériau traditionnel. Il y a eu complètement un effacement complet des savoir-faire, on va dire classiques, que ce soit en pierre ou en terre, et donc il y a un oubli. Les deuxième, troisième générations n'ont jamais connu ça, n'ont jamais vécu dans ça. Au Maroc, on a encore des gens qui vivent littéralement dans des territoires construits en terre et en pierre. Et donc, ils les pratiquent chaque jour, avec leurs avantages climatiques, mais aussi beaucoup d'inconvénients, en fait. Beaucoup d'inconvénients en termes d'entretien, d'insalubrité, les réseaux d'assainissement n'existaient pas, la pluie rentre, on doit nettoyer chaque matin. Et donc, c'est des revendications complètement légitimes. Enfin, il faut déjà partir de ce postulat. En fait, on ne peut pas venir en tout sachant, essayer d'apprendre à des gens qui vivent dans un territoire que c'est mieux de vivre en terre. Lui, il vit dans ça. Et c'est très compliqué pour lui de vivre chaque année les pluies, les grandes pluies, les pluies qui sont de plus en plus denses et donc aussi qui viennent complètement lui casser sa maison. Il doit refaire Et donc ma revendication, elle est plus dans le sens où il faut leur montrer qu'il est possible de faire contemporain avec la terre. Donc on arrive à des résistances qui sont très très proches de celles-là du béton. Quand on arrive à des portées très intéressantes parce qu'on a développé des charpentes en bois, qu'on a développé des poutres industrialisées, qu'on arrive quand même, pour des qualités thermiques, pour la planète, pour le bienfait de plein d'autres facteurs, à construire aussi contemporain en ville que dans le rural. Et que ceux qui s'approprient actuellement ça dans des pays comme le Maroc, c'est notamment les Occidentaux, qui ont tout compris, qui ont eu le temps d'avoir un retour sur investissement de la tabula rasa qui s'est passée en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour moi, la vraie question, c'est qu'il y a un patrimoine qu'on est en train de vivre de manière tellement proche qu'on ne se rend pas compte de sa richesse. C'était un peu aussi mon parcours, hein, quand je quittais le Maroc, c'était aussi dans cette incompréhension totale de la richesse que j'avais. Donc je comprends très bien leurs revendications. Maintenant, ce n'est pas une raison pour continuer à faire les mêmes erreurs. D'autant plus que ce sont les architectes qui sont les plus gros prescripteurs de ces erreurs-là. Je peux comprendre qu'un habitant qui n'ait pas les moyens ait ce type de logique. Mais quand on passe par une école d'archi, qu'on a le temps notamment de comprendre quelles sont les problématiques mondiales, et qu'on se retrouve finalement en fin de carrière à prescrire des choses qui sont complètement à l'opposé de ce qui devrait être fait, là il y a problème. Enfin, pour moi, c'est là où il y a une vraie démarche de prise de conscience. Moi, je me retrouve souvent dans des ateliers d'archi à leur enseigner leur propre patrimoine. Ils connaissent aucune dynastie au Maroc. Cours d'histoire et de théorie sont complètement axés sur l'histoire occidentale de l'architecture. On a tout un pan de l'histoire qu'on ne comprend pas, personne ne connaît. Qu'est-ce que l'architecture morte? Quelles sont ses caractéristiques? Comment elle a évolué? Donc il y a tout un travail d'archéologie, on va dire, du savoir à faire, qui dépasse vraiment juste la question du bâti, qui est aussi un moyen. Et donc moi je me focalise principalement sur les personnes, déjà de leur donner des conditions de vie, donc de comprendre et on va dire de valider
leurs revendications, mais aussi d'arriver à travailler avec des intellectuels derrière sur comment on peut documenter les choses, faire une transmission des savoirs, travailler avec des choses qui parlent à tout le monde, hein. Un monsieur lambda qui est en classe moyenne, qui a juste besoin d'un toit, ne va pas se poser ces questions-là forcément. Et quand tu lui offres une autre manière de comparer, qu'elle soit économique ou autre, hein, parce que c'est aussi un argument, de dire on vous offre des matériaux qui sont plus sains mais au même prix que ce que vous êtes en train de construire, ben, il y a cette prise de conscience qui commence à s'établir. Donc c'est dans ce sens-là, en fait. Mais ça veut dire quand même, et moi je me suis fait allumer une fois dans la presse parce que j'avais dit que les architectes ne se souciaient pas d'environnement, mais ça veut dire qu'on n'enseigne pas le bioclimatique, on n'enseigne pas. En fait, ce qu'on enseigne dans les écoles aujourd'hui n'est pas une réponse aux défis mondiaux. D'une certaine manière, c'est un peu ça le sujet, parce que si on voulait parler de réponse, on commencerait par éviter le problème. Hum, Donc tant qu'on est en train de... Et ça peut revenir vraiment jusqu'au dessin de l'architecture. Les dessins qu'on est en train de développer, c'est des dessins contemporains qui ont un langage d'architecture en béton. hum, Avoir des grosses portées, des porte-à-faux, hum, ça c'est des choses qui sont contre-intuitives. Tu ne trouveras jamais des choses hum. pareilles en revenant juste 100 ans en arrière. Il y en avait pas. On est en train de travailler sur des choses qui travaillent avec le matériau, avec ses caractéristiques, et donc qui reviennent à une conscience de l'architecte bâtisseur. On ne peut pas développer des choses qui viennent être suspendues parce que c'était contre-intuitif. Maintenant, le développement du béton armé avait ses avantages, mais de se retrouver à faire toutes les maisons, qu'elles soient les plus petites possibles, avec des choses qui tiennent, enfin, qui ont une énorme résistance. On parle parfois de 40 MPa, qui est l'équivalent d'un bunker. Pour un R+2, une maisonnette de ville, je trouve que c'est un peu une aberration. On se retrouve à vraiment parler de technique là où il ne faut pas. Donc c'est de vraies questions d'échelle. Et une fois de plus, même quand on a envie de travailler en béton, bah, on va se retrouver automatiquement à vouloir faire de l'hybride, tandis qu'on peut complètement se passer du problème. Et c'est cette paresse, en fait, parce que ça apprend surtout la paresse de se détacher complètement des questions constructives, de comment les choses tiennent, de venir dire, ok, bah, il y aura des poteaux en béton qui vont tenir une dalle, parce que le ferraillage va les tenir. De revenir vers ça, bah, en fait, nous apprend vraiment à être dans de la rigueur. Tu peux pas juste commencer à dessiner, mais de l'éviter complètement. C'est pas, il y en a qui me décrivent comme un puriste, mais pas du tout dans ce sens-là. Je suis pas contre les autres matériaux. C'est juste que ça nous apprend à être dans une certaine paresse intellectuelle, de dire, ok, il y a des portées qui sont illimitées. On peut atteindre les 18 mètres en poutre. En fait, il n'y a aucune architecture qui fait sens comme ça. On peut dessiner comme on veut, ça devient littéralement de l'art. Et quand ça devient de l'arbre, en fait, c'est hyper subjectif et donc il y a rien qui régit la rigueur architecturale derrière. Et je pense que c'est une grosse perte et un gros vol qui est advenu de la discipline notamment. C'est-à-dire de venir et de dire, ok, bon là, ce que vous faites, ben, en fait, c'est des dessins de façade, vous ne comprenez rien à la technique. Nous, on nous demande de faire des ordonnancements et basta. Le reste, bah, en fait, c'est l'ingénieur qui s'en charge. Et donc, de créer cette scission-là, bah, en fait, il y a une dépossession des savoirs qui se fait auprès de l'architecture. Et donc, je milite surtout dans ce sens-là, où un architecte a le devoir et l'obligation de comprendre comment son bâtiment tient. On ne peut pas juste dessiner des choses parce qu'on a envie, parce que spatialement, c'est sympa. Oui, mais comment ça tient, en fait? Demain, un artisan, il va se poser les mêmes questions. Et donc, c'est toutes ces questions-là autour de l'architecte artisan qui est pour moi intéressante. Un architecte ne peut pas faire de l'architecture s'il ne sait pas réaliser ce qu'il demande aux autres de réaliser. Par ses mains, juste en tant qu'humain. Tu ne peux pas demander à un monsieur de démolir un mur alors que tu ne saurais pas faire mieux. Et c'est dans ces questions-là où en fait, tu crées une horizontalité du savoir, où il y a un respect qui s'installe sur les chantiers auprès des prestataires, auprès des entreprises, auprès des ingénieurs aussi, qui vient par la force des choses, hein. Tu me donnes un plan d'exécution, je le regarde, je le comprends et j'essaie de l'expliquer. Je ne peux pas commencer à exécuter juste ce que tu m'as donné parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Et donc ce retournement de situation, il est arrivé assez rapidement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un vide énorme. Très très peu d'ingénieurs déjà qui maîtrisent des sujets hors le béton armé, parce que dans les écoles d'ingénierie aussi, on ne leur apprend qu'à faire des structures optimisées. Et dès que tu sortais de ce spectre, là, il n'y avait plus personne. C'était vraiment le désert de Gobi, hein. Un ou deux ingénieurs au Maroc qui savent faire ça. Par force des choses, on s'est retrouvé à faire des spécialités complètes, de faire les exés, nos propres exés, de donner aux entreprises. Et quand lui, il comprend et qu'il sait que tu maîtrises, là, il te fait confiance.
Et là, il y a une reprise du rôle de l'archi. Et par la force des choses, tu peux pas faire beaucoup de projets, parce que tu dois les faire bien. Donc tu choisis tes clients, et on prend 4 à 5 projets par an. Ça nous permet aussi de rester dans des échelles humaines et pas de ne pas se retrouver dans des usines à coca de l'architecture, hein. C'est littéralement dans cette démarche-là qu'on s'inscrit. Et moi, personnellement, ça me permet aussi de m'épanouir, d'avoir des discussions très très intéressantes avec le reste de l'équipe, de pousser aussi les choses. Parfois, le combat autour de l'archi n'est pas juste dans le dessin, il est du côté de la réglementation, de l'industriel, des filières qu'il faut créer, de l'associatif, de la société civile, du média aussi. Comment on peut documenter les choses, comment on peut les transmettre, les vulgariser, par quels moyens. Donc par la force des choses, en fait, tu as fait un spectre d'intervention qui est très très large. Bon, moi, je suis très à l'aise avec ça. C'est le rationalisme constructif où chaque matériau a son propre langage. Et je pense qu'on est aujourd'hui, en tout cas en Europe, totalement sorti de ça, où justement on fait des volumes. Et puis ensuite, on va bien trouver une solution technique. Et moi, j'aime bien cette idée que justement le matériau et finalement l'artisanat qu'il y a derrière est générateur de forme et générateur d'intelligence aussi et de choses comme ça. Mais c'est clair qu'on voit qu'on s'en éloigne extrêmement rapidement. Et puis avec, je dirais, la dernière étape où on a de plus en plus de formateurs qui sont architectes de formation, mais qui construisent plus rien. Et donc là, pour moi, c'est la dernière étape. On s'éloigne totalement même du métier. Donc, je suis assez à l'aise avec ce discours en disant ah oui, il faut revenir quand même à cette question-là. Et comme tu le dis très justement, on a un client même ou un usager de notre architecture, et c'est pour lui qu'on construit. Et puis ensuite, il y a des réalités de matériaux, de choses comme ça. Mais ça, je te comprends sur tout ça, et je suis assez aligné avec ce que tu dis. Mais comment, quand même, on arriverait à faire plus ou à contrecarrer ces nouvelles tendances qui sont plus aujourd'hui dans les écoles d'architecture? On forme c'est des théoriciens de l'architecture et plus des architectes. On est passé au discours sur l'architecture et plus à l'architecture elle-même. Et comment est-ce qu'on arriverait, quelle serait l'hypothèse, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour revenir justement sur une écologie de l'architecture au sens noble du terme? Alors déjà, pour revenir pour moi, c'est parce que j'y réfléchis assez souvent en fait à cette question-là, de quel type de pratique, quel type d'enseignement faudrait réintroduire en école d'archi. Je trouve que il y a beaucoup de passages par lesquels on devrait repasser. Déjà, il y a ce que j'appelle pour moi les basiques. Un architecte qui ne sait pas dessiner correctement un plan, qui n'a pas les outils, c'est comme un chef d'orchestre musicien qui ne comprend pas le solfège. C'est-à-dire déjà, il y a une grosse lacune dans les écoles d'architecture quand il s'agit de rigueur de dessin. Pourquoi on dessine et comment on dessine et quel est le rôle de la ligne finalement dans notre dessin. Donc ça, pour moi, c'est basique. Et je pense que c'est pas une erreur, surtout de formation, c'est en termes de temps, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Et en 6 ans, je pense qu'on est dans l'incapacité de donner à des étudiants tout le bagage qu'il est nécessaire à un architecte d'avoir en fin de cursus. On va mettre ça sur le dos de l'apprentissage autonome d'un architecte qui va continuer à faire ça pendant toute sa vie. Pour moi, un architecte qui sort en fin de cursus, il doit être en aptitude, s'il ne fait pas de l'excellente architecture, à faire de l'architecture décente, qui tient, et pas des choses complètement aberrantes. Donc ça, pour moi, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est aussi, moi je le remarque aussi assez souvent depuis quelques années, il y a une vraie perte de sens chez les étudiants. Ils ne comprennent pas ce qu'ils dessinent, ils ne savent pas qu'est-ce qui régit telle ou telle critique. En fait, partir du matériau nous permet notamment de vraiment avoir des arguments qui tiennent. C'est-à-dire que ça nous remet automatiquement face à des choses qu'on comprend physiquement. On sait qu'une pierre, en fait, elle va pas aller en apesanteur, hein. C'est un poids, c'est une masse. C'est des choses qui, logiquement, permettent d'avoir des arguments qui tiennent. Et puis, de trois, pour être noble, il faut commencer par être humble. Il y a chez toute, je me permets de généraliser, chez toute cette question de
caste d'architectes une tendance à se retrouver entre eux dans des discours complètement pompeux, à ne jamais vouloir se salir réellement, à aller à être dans une question où moi je dessine et puis tout le reste, bah, il est là pour exécuter. Tandis qu'il faut commencer par partir pour moi du principe que tu es face à des êtres humains déjà. Et donc ces êtres humains ont les mêmes envies que toi, les mêmes objectifs que toi, et que le côté intellectuel, oui, il peut venir, mais ce n'est pas ça dont les gens ont besoin en termes, surtout quand on parle de logement, je ne parle pas d'équipement, parce que déjà ça pour moi c'est hors catégorie, je ne parle même pas d'équipement de théâtre ou de stade de foot ou autre, moi je parle surtout de l'habitat et de l'enseignement, hein, les deux grosses catégories de bâtiments que je construis et sur lesquels je m'intéresse. Je mets beaucoup de temps à développer des discussions, que ce soit dans le rural, dans l'urbain ou autre, et dans le périurbain. Et donc la vraie question, c'est ces gens-là, bah, en fait, ils ont besoin d'un foyer, de quelque chose avec laquelle ils vont avoir un dialogue pendant un minimum de 40 ans. Hein. C'est des choses qu'ils vont pratiquer. Ils n'ont pas forcément besoin d'un hadid. Ils ont besoin de choses correctes, où il y a une ambiance, où il y a une qualité de vie, où ils vont pas tomber malades, où ça va tenir quand même pendant une génération ou deux. On n'arrive pas à faire ça actuellement. En architecture, ce qu'on fait, c'est de très très beaux bâtiments publics et très peu d'habitats et de logements qualitatifs, très peu d'équipements scolaires qualitatifs. Et pourtant, c'est un peu là où on passe 80% de notre temps. On va aller voir un équipement une fois par semaine, mais on va passer 8 heures par jour dans une école. On va passer les autres 8 heures chez nous. Donc ces questions-là autour de l'habitat, du logement, de l'habiter, on n'a pas forcément besoin de grosses technologies pour y répondre. Et ces discussions-là, bah, en fait, on ne les tient pas souvent dans les écoles d'archi. On va apprendre à un architecte à faire des bâtiments exceptionnels. Mais très peu de bâtiments. Le musée d'art contemporain, mais. Voilà, on va faire de l'art contemporain. Et moi, un étudiant qui sort en 6e année, qui ne sait pas faire un logement, pour moi, la base, et c'est ce qui va. Par la force des choses, il va se retrouver à faire ça. On ne fait pas des théâtres, si on a la chance, on en fait un dans sa vie. On ne fait pas des théâtres tout le temps, on ne fait pas des stades de foot tout le temps. Et on va faire 80% de notre vie en logement et en équipement de proximité. Des dispensaires, des écoles, des préscolaires. Et ce type d'habitat, bah, en fait, il est complètement négligé par... On a essayé de développer à Fès notamment une démarche autour de ça qui a vraiment porté des fruits qui étaient extrêmement intéressants. Mais par la force des choses, on s'est retrouvé dans des envies de grandeur et parfois, souvent, par des architectes qui n'ont jamais construit, qui seraient incapables de construire les programmes qu'ils étaient en train de donner à des étudiants de 4e, 5e année ou 6e année. Travailler sur de l'urbanisme qui fait 300 hectares, c'est indécent. On ne peut pas parler à un jeune architecte de 300 hectares, il est dans l'incapacité de visualiser l'impact d'une ligne sur 300 hectares. Et donc, en 6 ans, on a envie de mettre tout ce bagage-là dans la tête d'un étudiant, alors qu'en fin de cursus, il est incapable de te faire un exé d'une maison qui fait 100 mètres carrés. Et donc, c'est ce gap-là entre les discours, on va dire, intellectuels et la réalité même. Hein, et je pense que c'est l'un des seuls métiers à avoir ce problème. Un joueur de foot va apprendre à faire des passes avant de jouer en première division. Un médecin, il apprend à disséquer dans des souris ou autres avant de se mettre face à un patient. En architecture, on va lâcher en pleine nature des personnes qui ne savent absolument pas quel est l'impact. Fais un appartement correct, fais un petit immeuble, une maison, dessine des choses qui tournent autour de l'habiter. Très très peu de pratiques s'organisent autour de ces sujets-là, et encore moins dans des pays comme le Maroc où la demande en logement est immense. Tout le Maroc se construit, mais tout le monde a envie de faire de l'équipement, de gros équipements. Personne n'a envie de s'attarder. Un petit logement pour un architecte marocain, c'est limite insultant. Ouais. Mais c'est quoi? C'est le profil non Instagrammable du logement ou pourquoi d'où vient ce... c'est partout ça. C'est partout. Nous on avait à l'époque un prof qui enseignait le logement. C'était le moins fashionable de toute l'école, alors que après quelques années, on s'est dit mais en fait c'est lui qui avait raison. Mais tu as une idée d'où ça vient, ça? Je pense qu'il y a aussi tout un discours autour des symboles, même en architecture. En fait, quand on voit des archistars, en fait, on parle d'archistars parce que c'est aussi de grosses commandes. On rêve de ça. On rêve de ça. Ouais. Un étudiant qui a 21 ans, il rêve d'être ça.
Un architecte qui fait du logement, c'est pas une archistar, hein. J'en ai vu très rarement, il y en a eu quelques-uns depuis quelques temps à Ravenna ou autre, Ouais. mais ils font pas que ça. Ouais. Et donc de vraies personnes, ça commence à devenir une vraie discussion avec Lacaton et Vassal ou d'autres architectes. Mais ça reste quand même très très dur d'abord de faire du logement décent avec toutes les conditions qu'on a. Ça re-questionne le type d'urbanisme qu'on développe, qu'on va vers des tours, ou est-ce qu'on revient vers des choses à échelle humaine. Et tout ça, bah, en fait, ça va à l'encontre aussi parfois d'industries qui ont tout leur chiffre d'affaires dans ça, en fait. Et quand tu fais du typique, de la typologie qui se répète, c'est plus simple pour un industriel, c'est plus simple pour un maçon, c'est plus simple pour tout le monde. Et donc, il y a tout un intérêt à ce que le logement reste basique. Tandis que quand on revient juste aux années 60-70 au Maroc, il y avait une vraie réflexion autour de ça. Quel type de logement on va donner aux Marocains? Quel est leur rapport à la modernisation qui se Oui, fait? parce qu'il y a une tradition au Maroc. Ah oui. Il y a des très grands architectes qui ont travaillé sur le logement. Exactement. Le logement, surtout au Maroc, il était très très décent, il était même qualitatif. Avoir des jardins intérieurs, on a du mal avec les appartements ou les communs partagés au Maroc. On a tous dans notre tête une envie d'avoir un lot de terrain, un pied à terre. Donc ce rapport-là, il est très peu discuté, même chez les architectes chez nous, hein, où ça se fait de manière, on va dire, à travers un promoteur immobilier qui va chercher un bénéfice et donc qui va réduire les coûts, et donc on va se retrouver avec les mêmes déboires, et il n'y a aucune réflexion autour de l'habitat commun, le R+1 ou le R+2 qui constitue 80% de ce qui se construit au Maroc, et c'est relégué, c'est des laissés pour compte de l'architecture, parce que ça paye pas, et donc ça développe un tas de fléaux comme la signature de complaisance ou autre. Mais c'est de vrais sujets que l'ordre des architectes et que les architectes ont du mal à réellement re-questionner. Et je pense que c'est général, effectivement. C'est pas juste le Maroc qui souffre de ça, c'est parce que c'est une grosse commande. C'est la grosse commande. C'est comme si on disait, c'est les gens qui vont aller chercher de la pharmacie, hein, au lieu d'aller voir un médecin. Et c'est le même principe. Oui, non, on rêve tous, on fait rêver les étudiants, ou on rêve tous d'avoir une Ferrari, et puis on va devoir rouler en Renault Clio, finalement. Donc, Ouais, mais c'est cette réalité Ouais. aussi qu'il faut commencer à aborder avec les étudiants. Ouais. C'est un métier qui est très sérieux, c'est pas un métier où tout le monde, et je leur espère, hein, de faire des théâtres ou autres, mais quand tu arrives par exemple à ce que je développe, mais moi je fais pas de théâtre, j'en ai pas envie, je sais que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Bon, mais si on te propose une fois, tu vas faire. Ça dépendra, mais vraiment, c'est vraiment des sujets, je pourrais m'intéresser aux hôpitaux après l'éducation. Mhm. Mais c'est des sujets qui, pour moi, ont un impact social. Mhm. Et un théâtre dans un pays, en Europe, oui, dans un pays comme le Maroc, je sais pas. Quelle est la question qui se pose derrière? Et est-ce qu'on a des filières qui se développent? Est-ce qu'on a des gens qui font de l'opéra? Il y a déjà une construction de tout ça à travers l'éducation qui doit commencer. Ensuite, oui, on va parler de théâtre. Ça viendra comme une évidence, ça deviendra comme mais là, de venir imposer ça à toute une culture, c'est de vraies questions très sensibles, hein. Pour moi, c'est des choses auxquelles il faut beaucoup réfléchir. Et puis, sous quelle forme ça va prendre, quelle culture du théâtre on a au Maroc, dans tout ce qu'on est en train de développer, que ce soit un marché public, un marché rural, un marché de ville. On a une autre manière d'aborder le territoire, l'urbain, l'espace public, on n'a pas du tout ça. Et ces questions-là, quand je parlais d'hyper-contextes, bah juste entre Marrakech et Rabat, il y a une grosse différence. Alors j'imagine même pas de parler d'architecture internationale. Ouais, mais là tu mets le doigt sur un truc. Nous on voit, j'ai eu de la chance il y a très longtemps de travailler sur le binôme Fez-Meknès, et parce qu'ils voulaient voir comment on aurait pu entre Fez et Meknès trouver des potentialités plutôt que des rivalités, mais c'est la même chose entre Genève et Lausanne, entre Paris et Londres, entre Porrentruy et Delémont, d'où je viens en Suisse. Donc c'est complètement humain, et quand on est chez soi, on se rend compte que effectivement que Casablanca et Rabat, c'est pas la même chose. Par contre, les solutions qu'on développe, elles sont pour le monde entier de la même manière. Donc c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Et moi, c'est un point extrêmement important pour moi, c'est de repartir de cette identité, cette culture, cet usage qui ne sont pas les mêmes, cette formation qui ne sont pas les mêmes. Et puis, c'est ça, c'est cette diversité qui est belle. Ben oui, mais par contre, les réponses qu'on va donner, elles sont partout les mêmes.
Et encore pire, c'est quand elles deviennent réellement des lectures, en fait, uniformes. Et ça, justement, quand tu commences vraiment à t'intéresser à un territoire, ben, en fait, un territoire ou un établissement humain est complètement unique. Dans la manière, dans sa dynamique, dans ses Bien sûr, relations culturelles. bien sûr. Mais un territoire humain, ça peut être un petit village, hein. Et ce petit village, tu peux avoir deux petits villages l'un à côté de l'autre qui fonctionnent de manière complètement différente. Mhm. Mhm. Et ça peut aller jusqu'au micro, et ça revient à l'unité de voisinage, à toi comment tu vis, hein. Et cette diversité est très complexe à aborder. On ne peut pas venir et l'unifier parce que c'est plus simple à produire. Et ça, en école d'architecture, bah, en fait, ça manque énormément. On ne développe pas. Autant je suis complètement ouvert à des démarches où on a une certaine beauté du geste, où c'est formel, où c'est plastique, mais où ça s'assume comme étant plastique et formel. C'est de l'exploration formelle et plastique. Autant il y a un vrai manque quand on parle de sociologie ou d'anthropologie ou de philosophie de l'espace. Et vraiment de la philo-philo, hein. C'est comment, qu'est-ce qu'on a envie de développer? Quel est le Maroc actuel? Qu'est-ce qu'il a vécu comme blessure ou comme scission pendant les années du protectorat, l'après-protectorat? Qu'est-ce que ça a créé comme Marocain? Comment on se positionne actuellement à l'échelle mondiale? On le fait de manière politique, mais on va complètement évincer l'architecte et l'urbaniste de ces discours-là et de ces discussions. D'abord parce qu'on considère que les architectes sont un peu farfelus et par la force de leurs propositions, ils vont toujours se retrouver à être dans des gestes de grandeur, à très très peu développer des démarches d'économes et cartésiennes sur qu'est-ce qu'on veut, et donc on va retrouver très peu d'architectes en politique. Mhm. Et de deux, parce que en école d'architecture, on est encore bercé par une tendance de, du paraître, du geste, du beau geste de l'architecte qui a sous lui 200 personnes, qui n'aura plus peut-être même pas une personne derrière, enfin, avec l'avènement de la technologie ou autre. Et on ne crée pas des gens qui sont en capacité d'avoir des positions critiques. Donc ils sont là, et ce qu'ils savent faire, c'est dessiner comme ça, et donc ils vont continuer à faire ça sans jamais se poser la question qu'en fait c'est un métier, et que c'est pas une scission entre ce qu'on est, c'est une continuité de ce qu'on est en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment l'un des seuls métiers à avoir ça, à avoir ce vrai problème. Même en agriculture, on revient vers des choses sensées, vers la perma, vers des choses humaines, vers de la diversité, vers des choses qui sont plus localisées dans le territoire. D'ailleurs, on a tout à apprendre actuellement de l'agriculture. Et aussi dans d'autres domaines, dans la médecine, dans la pharmacie, on revient vers des choses. En architecture, on continue à maintenir cette posture-là d'intellectuel qui finalement est complètement déconnecté de la réalité. Et on peut plus. Je pense que les problématiques qu'on est en train de vivre sont en train de nous rattraper à toute allure. Et même dans les positions, on va dire, assez subversives que peuvent aborder les architectes, ils vont être dans on ne construit plus. Mhm. Mhm. Tandis que il y a des alternatives. Soit ils vont être peut-être il y a aussi tout un discours autour du retour vers le passé. Ouais, si on revient vers ce qu'avaient fait nos ancêtres, ben en fait, on est archaïque. Tandis que non, hein, toute personne ne nous demande de revenir vers des luttes. Mhm. On nous demande juste de reprendre là où on s'est correctement arrêté. Mhm. Donc de réapprendre ils étaient pas paumés, ces gens-là, quoi. On a des bâtiments qui ont plus de 1000 ans, qui tiennent. On a des bâtiments qui ont moins de 70 ans qui s'écroulent parce que ça tient plus. Donc à un moment, c'est aussi à faire un bilan concret sur ce qu'on est en capacité de produire en tant que civilisation et est-ce qu'on est capable de continuer comme ça et d'arrêter de s'entêter et de se dire ok, on a fait peut-être c'est un bout de fièvre dans l'histoire de l'humanité, il faut arrêter, il faut le guérir, il faut passer à autre chose. Et on n'arrive toujours pas à être aussi radical. On va continuer à essayer on va décarboniser, on va faire du ciment à 40% de Portland, on va faire du ciment à 20% de clinker, on va essayer de réduire l'impact. Non, il faut arrêter, il faut juste bloquer et passer à autre chose. Et de la même manière qu'on est passé à autre chose avant avec d'autres techniques. Et ça, on n'y arrive pas. Parce qu'il y a très très peu de solutions, il y a très peu de recherches, on n'arrive pas à développer des modèles autres. Et pour moi, ça, hein, on parle souvent en archi aussi de densité, de tours pour répondre à de la densité. Voilà, la question ne se pose même pas. On a tellement de territoires vierges que si on arrivait réellement à développer un urbanisme à bonne échelle, on ne se poserait même pas la question de la densité en hauteur. On parlerait de petits noyaux, et donc il y a des questions autour de l'urbanisme alternatif. Je pense qu'il y a pas mal d'écoles qui commencent maintenant à y réfléchir. Mais toujours dans cet entre-deux. On va être assez marginal, ou on va être assez niche dans un sujet. C'est pas une pratique qui est encore en train de devenir... Ouais, ou parfois quand même caricatural, parce voilà, que on va copier.
Et puis on se dit, c'est la fascination de la Médina de Fès. Ok, Voilà, et pourquoi alors les gens n'y habitent pas si on est fasciné? exactement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elle ne correspond plus au type d'habitat qu'on doit avoir, même si il y a plein Il y a de la vie, mais il y a un autre type de vie. Voilà. D'accord. Et donc, c'est ça qu'on doit revoir, à mon avis, et là, je suis d'accord avec toi. Tu parles souvent de recherche, et je suis très étonné parce que il n'y a pas de recherche dans les écoles d'archi, ou alors, quand il y en a, c'est du projet, et l'architecte dit oui, les projets, ça c'est de la recherche, mais le projet et la recherche sont deux choses totalement différentes. Comment toi, tu arrives à faire ta recherche, et qui te la paye? C'est l'agence qui la paye, hein. C'est Ok, pour le donc coup, tu payes ta propre recherche. exactement. Ok. C'est principalement de l'agence qui paye ses propres démarches. Parfois, c'est des intuitions, comme ça a été souvent le cas depuis le début. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur de doctorat qui était très très progressiste aussi dans ce type de discussion, qui m'a vraiment poussé un peu aux limites de ce qu'on considère comme étant un état de fait. Mhm. Comment les gens vont vivre dans les 100 prochaines années, hein, c'est de vraies questions. Est-ce qu'on va encore vivre dans ces situations-là? On va toujours être confronté à des situations de migration. Et d'être d'abord dans ces questionnements-là, mais aussi d'apporter des réponses. Pour moi, c'est toujours été important à apporter des réponses constructibles. Pas des réponses théoriques, pas des hypothèses, mais de dire, OK, dès demain, je suis en capacité de réaliser ce truc. Mhm. Et, et de par ces moyens-là, je me suis retrouvé automatiquement à faire mes propres projets, enfin, pas les financer, mais j'ai rencontré des clients que j'ai essayé de convaincre au début. Et puis, j'ai eu des clients qui voulaient aller dans ces démarches-là. Donc, j'ai eu beaucoup de clients qui étaient perdus pendant une dizaine d'années, qui voulaient faire un truc, mais qui n'arrivaient pas à le faire, parce qu'à chaque fois, on leur disait que c'était impossible. C'était un peu osé, hein, je dis pas le contraire. Mais en parallèle, je me suis rendu compte que c'était possible de le faire et que s'il y a des gens qui l'ont fait pendant 1000 ans, pourquoi on serait pas incapable de le faire, hein. Donc il y a toujours eu cette question-là qui me fascinait. C'est que la recherche académique a forcément besoin de preuves tout de suite. On va jamais aller chercher des preuves. Si c'est un bâtiment tenu pendant 1000 ans, est-ce que c'est pas la plus grosse preuve en fait? C'est ça qui m'a toujours un peu fasciné. Alors, je suis revenu dans cette question-là d'archéologie. Quel type de matériau? Est-ce qu'il y a un autre matériau? Le béton de chaux. Pourquoi un bassin hydraulique comme celui de la Ménara qui est en surélévation, qui est une exception mondiale, hein? C'est un truc qui est exceptionnel. C'est un bassin hydraulique qui tient depuis 700 ans, sans aucun ferraillage, sans rien, avec un béton de chaux en surélévation. Et qu'à un moment, on se retrouve encore à aller vers de l'expérimentation qui ne fonctionne pas. Donc j'ai refait ça au début. Ok. Ensuite, j'ai développé un langage, on va dire, contemporain, que je suis encore en train de re-questionner. Est-ce que j'ai envie forcément d'une baie vitrée? Est-ce qu'un balcon au Maroc, ça fonctionne? Est-ce que les gens s'approprient ça? Est-ce qu'on a forcément envie d'avoir une vue sur piscine dans un pays comme le Maroc? Et toutes ces questions-là, en fait, elles ont amené finalement des décisions où je suis encore en train de chercher des approches formelles. Je ne donne pas de solution, je n'ai pas de réponse. J'essaie juste de comprendre. Parfois, ça répond à des objectifs, d'autres fois, on se retrouve à tâtonner, et c'est d'apporter quand même, pour moi le plus important c'est d'abord de documenter, d'archiver tout ce qui passe à côté. On est en train de voir un mouvement de perte de savoir qui est impressionnant depuis les 20 dernières années. Au Maroc, c'est hallucinant. Plus personne ne construit. Avant, au moins, on avait des gens qui savaient reconnaître qu'il y avait un parent qui est artisan. Là, depuis 20 ans, on est en train d'avoir une perte radicale du savoir en rapport avec la main. Et donc, dans un premier temps, c'était juste m'intéresser, documenter, inscrire, comprendre. Et ensuite, peut-être reproduire bêtement, copiant. Et en essayant de comprendre comment les mettre en fait. C'est juste comprendre. Et à partir de là, je pense que le langage, il se déploie automatiquement. Parce que tu nourris tellement une bibliothèque une bibliothèque de langage et de discussion avec des personnes que tu finis par te dire, ouais, pourquoi on ne testerait pas ça? Est-ce que ce serait pas possible de remplacer même les ferraillages? Est-ce que ce serait pas possible d'avoir autre chose? Comment ils ont fait sans ça? Comment ça a été fait? Et ce questionnement constant, en fait, amène des réponses contemporaines, j'ai l'impression, en termes de langage et d'archives. Mais ce qui veut dire aussi, aujourd'hui, c'est que la recherche sur les matériaux, elle est partie chez
aux sciences des matériaux et la recherche sur la structure est partie en génie civil et les architectes n'ont rien gardé et se retrouvent au milieu sans aucune recherche. Mais tu penses, ce serait quoi une recherche au Maroc? Quelle serait, est-ce que c'est véritablement l'architecture de terre ou est-ce que c'est... Non, en fait, pour moi, tout extrême amène une pauvreté en termes de production en recherche. On ne peut pas venir dire, OK, la terre, c'est la solution. C'est une des solutions dans un territoire. C'est pour ça que je parle d'atelier BE souvent comme d'une pratique pluridisciplinaire qui est dans une intersection entre territoire, matière. Je parle de matière avec S. On parle de ce qui se trouve en dessous de nos pieds. Hein. C'est ce savoir-là qu'on a perdu. C'est quand tu marches sur un sol, très peu d'architectes savent exactement sur quoi ils marchent. Alors que c'est de la matière, hein, c'est de la matière brute qui peut être utilisée pour de l'habitat. Et qui peut ne pas forcément être utilisée pour de l'habitat archaïque ou troglodyte. C'est quel type de pierre? C'est pas une pierre, c'est pas de la pierre, c'est des pierres. C'est quel type de pierre? Quelle est sa résistance? Comment on peut la façonner? C'est quel type de terre? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une terre qui fonctionne pour du pisé ou pour une autre technique? Quelles sont les techniques qu'on a déjà? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait le tour de toutes ces techniques-là? Et une fois que tu commences à y toucher, à vraiment toucher à ça, tu te rends compte que la science des matériaux, en fait, elle s'intéresse juste à la caractérisation du matériau. Que la science de l'ingénierie va s'intéresser juste à la structure. Et que l'architecte, en fait, il est là pour vraiment apporter des réponses entre les deux. Et on n'a pas besoin d'être totalement expert, on a juste besoin d'avoir les outils pour comprendre. On a un matériau en dessous de nos pieds, en fait déjà commence par regarder ce que tu as. Quel sol, est-ce que ça tient? C'est pas quel sol pour savoir qu'est-ce que je vais mettre dessus, c'est quel sol comme ressource d'excavation. Hein. Quand tu vas terrasser, tu auras de la ressource. Et ça, on l'a perdu. Et ça, pour moi, je cherche souvent, même en atelier, à leur poser des questions pareilles. C'est, tu me parles, ok, je vais avoir une piscine. D'où vient l'eau? Comment elle vient? Et c'est de vraies questions. Il te fait une façade végétale. Ouais, mais cette plante, elle pousse. Comment elle pousse cette plante? Non, mais ça veut dire qu'il y a une revendication, et moi je suis très à l'aise avec ça, que l'architecture est soutenue par un territoire. Et moi je dirais même plus loin, je pense que les écoles d'architecture, l'ADN même des écoles, c'est le territoire qui les accueille. Ce qui fait que, qu'on soit à Marrakech, à Lausanne, à Boston, c'est pas les mêmes territoires, Exactement. donc c'est l'ADN même des écoles. Autrement, le risque, c'est que toutes les écoles se ressemblent et on fasse exactement partout la même chose. Mais c'est exactement ce qui arrive, justement. Ouais. On a les mêmes programmes un peu partout, on a les mêmes problèmes d'étudiants partout. Parce qu'au fait, même les étudiants, et surtout dans cette période où tous les étudiants se posent des questions, ils ont un accès à l'information qui est incroyable. Il y avait, à la limite, on peut faire passer ça dans notre époque, quand on étudiait, il n'y avait pas vraiment d'accès à Internet qui était très fluide, et où on était contraint d'absorber ce qu'on avait devant nous. Là, leurs yeux se sont ouverts sur le monde et ils se posent la question de qui ils sont dans ce monde-là. Hein. Et la réponse justement du territoire donne une réponse très légitime à qui tu es et d'où tu viens. Et un montagnard ne vit pas de la même manière qu'un monsieur qui vit en bord de mer. C'est des personnalités, le territoire façonne l'homme. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est des réalités. Hein. Un montagnard en Atlas va ressembler très fortement à quelqu'un en Ouzbékistan, en haut d'une montagne. Et on aura des mêmes typologies de construction. Par la force des choses, on a les mêmes matériaux. Et donc ce travail-là, de l'assumer pleinement, on n'arrive pas encore à en faire une vraie force. On est encore dans les questions de rejet, de dénigrement. Ok, eux, ils ont fait parce qu'ils ne savaient pas, non, parce qu'ils avaient ça. Et peut-être que c'est la meilleure manière de faire, pas forcément dans l'archétype, parce que c'est souvent la manière avec laquelle on va commencer à critiquer ce type de sujet. Ouais, mais on veut refaire les mêmes huttes, les mêmes logements. Non, non, mais j'en parle de ressources. Je parle juste de ressources et d'attache, de démarche, de quantité, d'échelle de projet. Et à partir du langage architectural, vas-y, si tu y arrives, fais ce que tu peux en termes de langage architectural et essaie de donner une vraie qualité de vie. Et ces discours-là, ils sont complexes parce que ça prend du temps. Donc pour faire une maison comme ça me prend en moyenne 3 ans. Tandis que tu en fais en 1 an. Et alors, ça va être typé. C'est une vraie réflexion aussi sur la personne qui y habite. Est-ce qu'elle adhère à ce type de matérialité? Une pierre est froide.
comment tu amènes de la chaleur, de la terre, c'est chaud. C'est toutes ces questions-là qui vont souvent revenir et être des sujets surtout des sujets à réflexion de mon côté. C'est quels archétypes, à quel moment on va travailler. Il y avait une grosse intelligence là, surtout à l'ère post-industrielle qu'on est en train de vivre, les vraies questions de climatisation, d'énergie, et ça on se sent de la table, mais à un moment on doit y apporter quand même des solutions concrètes. Alors, moi, j'ai été un peu, on va dire, frustré à la Biennale de Venise, parce que ce qui s'est passé, c'est que toutes les réponses, on avait l'impression que tout le monde, que le sujet était under control. Alors qu'il n'y avait rien d'under control, il y avait de la technologie partout. C'est des sujets hyper technologiques, on répond au changement climatique par des câbles, et qui exploitent encore plus les ressources. Donc, vraiment, c'est quoi ces réponses-là qui sont complètement hors sol? On va me parler de robotique qui vient remplacer l'humain pour répondre au changement climatique, ou de virtuel. Et donc, on voulait vraiment apporter des réponses concrètes, hein, mais ancrées dans le sol. On a des réponses à 40-50% du problème du changement climatique à travers le bâtiment. On est en capacité d'apporter rapidement des réponses comme ça. Sur des catastrophes, sur les changements de territoire, éviter la décentralisation, l'étalement urbain, il y a pas mal de sujets. Et ça, c'est à l'opposé opposé de pas mal de politiques de ville, à l'opposé de pas mal de stratégies, souvent de positionnement à l'échelle internationale. On a envie d'avoir des métropoles. Qu'est-ce qu'une métropole? Et on continue dans des questions de l'étalement. Et puis après, on a des qualités de vie qui sont moindres. Des gens malheureux, personnes dépressives. Puis on se pose la question, mais pourquoi ces gens-là sont aussi dépressifs? C'est normal. Quand tu mets un mec à 200 étages complètement déconnecté du sol, comment veux-tu qu'il soit connecté à son voisin? Mais alors, bon, je voulais juste, peut-être pour terminer, encore deux choses qui m'intéressent. C'est la question, effectivement, tu as commencé à l'aborder avec les étudiants qui ont accès à Internet, qu'on n'avait pas ou très peu. Aux premières années d'architecture, moi j'ai eu ma première adresse email, donc c'était il y a très longtemps, et on ne savait pas quoi faire avec parce que on n'avait pas d'ordinateur, et c'était des emails qui étaient entre les TH de Zurich et les PFL, et donc on allait dans la salle informatique, puisqu'on n'avait pas d'ordinateur à la maison forcément, et on s'envoyait des emails, et on allait aux pauses savoir si on avait répondu à nos propres emails. Donc ça c'est pour la petite anecdote, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même, hein, c'était il y a une trentaine d'années, donc il y a eu une accélération quand même, une accélération, un accès illimité à plein de ressources, et aujourd'hui nos étudiants qui rédigent, qui demandent à ChatGPT de rédiger les rapports, comment toi tu appréhendes ce digital, cette technologie? Est-ce que tu l'intègres, ou est-ce que finalement tu restes l'artisan et c'est pas c'est assez drôle comme question, parce qu'en fait le sujet de ma thèse il était autour des jeux vidéo et du changement climatique. Donc c'était l'autre extrême. On est en train de parler actuellement de métaverse et d'avatars, de personnes qui sont complètement dans le virtuel, et donc c'est le retour vers la main pour moi était une des conclusions de thèse, mais pas, qui peut ne pas se faire uniquement par le travail artisanal, mais qui se fait aussi par la manière avec laquelle on va asservir l'outil. C'est-à-dire qu'un outil digital, finalement, n'est qu'un outil. C'est de la même manière qu'un stylo a été inventé, ou qu'une imprimante a été inventée, ou que l'imprimante a été inventée pour remplacer l'écriture à la main. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un truc comme ça, il y a une contrepartie qui est prise. Et c'est cette contrepartie qu'il faut être en capacité de maîtriser. Je travaille beaucoup sur ces questions-là, surtout que là, ma thèse commence à prendre un peu plus de temps que prévu, mais la vérité, c'est que on peut avoir recours à des outils pareils, d'abord quand on maîtrise complètement les outils d'avant. On ne peut pas se retrouver et ça on le retrouve d'ailleurs, c'est l'un des plus gros problèmes en école d'architecture actuellement, c'est que c'est le logiciel qui conçoit. On n'a plus aucune capacité de l'étudiant à réfléchir par lui-même à travers son propre cerveau. Il est tellement habitué à aller chercher des références sur Internet, à travers un mood board, qu'il est dans l'incapacité de faire face à une feuille blanche, à dessiner à partir de son propre cerveau et à critiquer ce qu'il dessine. Donc le trait, ils ont peur en fait de dessiner
Et donc, on va se retrouver avec une panoplie de projets qui se ressemblent parce qu'ils ont tous accès au même. Oui, mais alors est-ce qu'il n'y a pas une rupture aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? Est-ce Elle est encore plus compliquée, hein, moi. est-ce qu'on va gérer quelque chose? Oui, je pense que d'une certaine manière, il y aura une sélection naturelle parce que Monsieur Landa qui va faire de l'architecture qui ne comprend pas, il sera facilement remplacé avec l'intelligence artificielle, tandis qu'une personne qui comprend réellement que veut dire l'acte de bâtir, elle sera irremplaçable. Et c'est des métiers passion, et donc un métier passion, c'est de comprendre que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil qui, une fois qu'on sait le contrôler ou le maîtriser, va nous servir ou nous desservir. Mais est-ce que là, il y a encore est-ce qu'on peut encore revendiquer ce retour à la main, ou est-ce qu'on est déjà trop loin Non, il y a un dans travail autre sur univers? ça. Il y a un travail sur ça, notamment à travers les pédagogies de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on est, justement, en parlant du jeu vidéo, dans ce sens-là, il y a tout un travail autour de l'immersion, sur les modélisations des systèmes complexes, sur la prédiction. Il y a pas mal de choses qu'on arrive quand même à sortir de ces outils-là, et de là à venir remplacer notamment des choses qu'on sait faire autrement. C'est de la même manière qu'on parlait tout à l'heure du béton, hein. Le béton fonctionne dans des stations nucléaires. Il est à sa place, là. L'intelligence artificielle est là à sa place, c'est-à-dire atteindre des choses hyper pointues, mais de venir remplacer aussi l'acte d'écrire, des choses que normalement l'être humain et son cerveau sont en capacité de faire et doivent continuer à faire. Utiliser le jeu vidéo pour simuler des situations complexes qu'un cerveau humain est dans la capacité de développer, là oui, ça prend tout son sens. Archiver une mémoire virtuelle pour qu'il y ait quand même une trace de la réalité quelque part. Ça, c'est quelque chose qu'on était dans la capacité de faire en aussi peu de temps. Travailler sur des situations où simuler un séisme ou ses réactions sur un territoire. Ça, c'est des choses qu'on était dans la capacité, qu'on est encore dans la capacité de faire en cerveau simple. Donc, c'est des outils, encore une fois, qui sont hyper performants. De les réduire à des sujets très simples va forcément te voler ta capacité critique. Et donc, c'est pour ça que je suis très critique sur où et comment utiliser ces sujets-là. Et surtout que c'est un vrai danger. Hein. Les médiums virtuels sont en capacité de transmettre tellement d'informations à travers l'œil que ça peut complètement façonner un cerveau, même un cerveau aguerri. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention à quand et comment utiliser des outils pareils. Mais rassure-moi, c'est plus toi qui rédiges tes emails quand même. Non, c'est toujours moi qui rédige mes J'essaie de faire l'effort quand même de continuer à écrire parce que c'est aussi une relation avec la main que je trouve essentielle. Et pour moi, je suis un peu classique à ce niveau-là. Je ne lis pas sur des iPads, je lis sur papier. J'aime écrire sur mes éléments et ça me permet d'être plus efficace. J'arrive à faire des esquisses à la main plus rapidement que si je me mettais devant un ordinateur. Et donc ce rapport-là, j'essaie aussi de le transmettre aux étudiants, au moins dans une phase de leur vie, et qu'ils comprennent qu'il y a une autre manière. Maintenant, malheureusement, ce qu'on fait, c'est qu'on leur montre uniquement cette manière-là, et qu'ils n'ont aucune capacité à dire, OK, il y a une autre manière de faire, qui est manuelle, qui est prototype, qui est dans l'erreur, qui est dans l'humain, qui n'est pas exact, qui n'est pas mathématique. Dernière chose que j'aimerais aborder, parce que on a passé le temps de notre format. Tu étais l'architecte du pavillon marocain à la Biennale cette année. Comment on devient l'invité, le gagnant comment ça se passe? Alors, comment et ça c'est pour savoir le process, mais aussi finalement ce que tu nous racontes depuis une heure, tu es quand même malgré tout, et c'est revendiqué, en marge de la production. Et donc, on aurait pu avoir imaginé qu'on représente à travers un pays, on représente quelque chose de plus mainstream que ta production. Je pense que ça, c'est un peu la magie du Maroc. C'est qu'on a, en fait, on a quand même depuis quelques années, une vraie volonté dite et assumée dans les hautes sphères de la politique du Maroc, notamment à travers le roi, qui dit ça très très clairement, un retour vers les ressources locales qui n'est pas forcément appliqué dès qu'on descend un peu plus bas. Et ça c'est une vraie question. Maintenant, quand il s'agit de représenter le Maroc, en fait, on va automatiquement vouloir appliquer cette revendication qui est pour moi un peu plus légitime, à laquelle on ne peut pas se tourner le dos.
Euh, Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais arrêté de faire des concours. Donc, ça va être le premier concours que je refais depuis des années. Et depuis des années, à travailler en- après le séisme, à reconstruire des maisons. Donc pour moi, le pavillon était, c'était comme, vraiment, c'était comme un appel, c'est venu en été. L'appel d'offres a été posté l'été. Donc on a présenté notamment ce qu'on fait. Mais ce qu'on fait, pas de manière folklorique. Pour moi, c'était très important que le Maroc, pour sa première biennale, ne soit pas représenté à travers un zlige ou à travers un moucharabé qui représente une des dynasties ou autre, mais qui a un vrai travail de bâtisseur et une vraie réflexion autour des territoires dans les différentes régions du Maroc. Un peu comme une personne qui va voyager à travers le Maroc et qui va voir de Tanger à Dakhla des plaines, ensuite de la forêt, ensuite un désert, ensuite il va finir avec des montagnes. C'est surtout ça qui marque le Maroc. Enfin, c'est un peu ça, les deux côtes méditerranéenne et atlantique. Donc je voulais vraiment rester sur cette question-là de palimpseste, où pour une fois on va réécrire sur quelque chose qui n'est pas forcément effacé, qui a une trace, mais on va réécrire avec beaucoup de décence, avec beaucoup de respect envers ces personnes-là qui ont laissé de vraies traces au Maroc. Donc pour nous, la question de la matérialité était évidente. On a fait une recherche sur toutes les régions du Maroc, une cartographie de toutes les techniques qu'on va retrouver dans le Maroc, et une composition de 138 blocs avec des techniques et des matérialités de tout le Maroc, et qui vient finalement recréer une expérience vraiment individuelle du voyage de quelqu'un qui va voyager dans le Maroc, que ce soit à travers les textiles, à travers des outils, donc l'intelligence de la main. Quand on a fait cette proposition, et il y avait beaucoup de discussions autour de cette proposition d'abord au Maroc, parce que on a évité le format classique d'une exposition, hein. C'était pour nous, c'était une scénographie, donc c'était vraiment une expérience qu'on voulait décliner. Il n'y avait pas de cartel, c'était vraiment un vécu. Et, euh, et ça a marché. Je pense que on était 5 finalistes à la fin. Et finalement, ça a pris parce que je pense qu'il y avait d'abord des personnes dans le jury qui étaient assez sensibles à cette question-là, d'éviter le folklore avec la babouche et le tarbouche et zlige, et de se retrouver sur, ok, un Marocain, c'est un vrai constructeur, de la même manière qu'on va parler de Portugais en tant que bâtisseur, ou d'Italiens comme des orfèvres ou autres de l'artisanat du bâtir. En fait, au Maroc, on a ça depuis plus de 1000 ans, on n'en parle pas. Et il suffit juste de l'exprimer dans cette richesse-là, sans mettre les Amazirs au-dessus des Andalous, l'architecture mauresque meilleure que l'architecture, mais avec beaucoup d'archétypes, à travers un Muqarnas qui va être la fin de l'architecture, on va dire, arabo-andalouse, où on va parler aussi de piliers, qui est un carré, qui n'est pas une colonne, mais qui est une architecture mort. Il y avait beaucoup de symbolique, mais très discrète, avec beaucoup de diversité, mais finalement, parce que la matière de la terre ou de la pierre se ressemble, qui était très très harmonieuse. Et donc on a vraiment essayé de confronter ça à deuxième, on en parlait, question de l'intelligence artificielle, à un hologramme. Donc vraiment un paroxysme de l'intelligence de la main. Et on a pris en vidéo les artisans, deux artisans qui ont façonné les colonnes et les textiles pour les mettre en cage dans une... Et c'était vraiment pour nous une sorte de métaphore qui représentait la condition humaine, vraiment fragile, qui finalement, si on continue vraiment à aller aussi vite, va se retrouver dans des box en verre qui sont aussi fragiles que ces datasets. C'est toute notre mémoire, on la met dans un serveur dont on n'est même pas sûr de la fiabilité. Donc c'était cette confrontation, quelque chose de très physique, on peut toucher, et quelque chose de limite virtuel qui est fascinant, hein. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient fascinées par la, la grandeur de l'hologramme, par son côté réaliste. Mais c'était une métaphore cynique pour moi, où l'idée était surtout de poser des questions plutôt que d'apporter des réponses. Voilà, on a une technique qui fonctionne, avec des techniques avancées, c'était du parasismique qu'on a utilisé, qui fonctionne, préfabriqué, qui est venu du Maroc, qu'on a inventé pendant 3 jours, mais qui dialogue avec un pavillon de l'Arsenal qui est aussi millénaire, qui est fait en briques de terre cuite, avec de la chaux, qui est encore là, avec une condition fragile qui est box de verre, avec quelqu'un limite qui n'existe pas. C'est vraiment une réalité très très éphémère. Et ça a eu pas mal d'écho dans ce sens-là. Je trouve que ça a apporté justement de vraies questions. Et donc pour nous, la technologie, oui, mais
à quelle échelle, à quel moment et à travers quoi. Mais c'est assez, finalement, assez, voire très progressiste de la part des organisateurs, enfin du comité marocain, de choisir ce type d'expérimentation plutôt que quelque chose d'un peu plus classique. Ouais, et on a fait le pari. Je pense que pour une fois, c'est un momentum. Et Voilà. puis, Ouais, alors, ouais, là, je suis un peu au-delà de l'orgueil de l'architecte qui doit être extrêmement flatté quand même d'être à la Biennale à Venise, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça ramène quoi? Est-ce que on a tous ses collègues jaloux, ou est-ce qu'on a le téléphone qui n'arrête pas de sonner, ou est-ce qu'il y a quelques éléments qui te permettront de progresser, ou est-ce que c'est vraiment juste un moment où, comme disait Andy Warhol, on a tous droit à ces 5 minutes de gloire. de gloire, et Ouais. c'est les tiennes et on va passer à autre chose? Ben, moi, pour le coup, j'ai toujours considéré ça comme dans un continuum. Pour moi, ça n'a jamais été un objectif de faire la Biennale de Venise. Donc pour moi, d'abord, ça a été pour montrer qu'il était possible, et donc c'était une vraie consécration, et je ne renierai pas, enfin, le, le- le bonheur que j'ai eu, surtout pendant la période où je façonnais le pavillon. Mais à part ça, pas vraiment de clients en fait. Ça a été très peu médiatisé d'abord au Maroc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Biennale de Venise ne parle généralement qu'à une certaine caste d'intellectuels et d'architectes. Et bon, on n'a pas de commande de confrères architectes, ça on le sait très bien. Ensuite, je pense que ce qui m'a surtout, c'est que ça m'a conforté dans ma démarche. Donc, et puis à un moment, tu te dis, voilà ce que c'est, tu montres au monde que ça marche, ça parle à des gens. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment envie de suivre ces démarches-là ou pas? Bon, mais tu Ça plantes des graines suivra. de toute façon, donc ça c'est bien. Ouais. Et donc, au-delà de ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de visibilité, donc une reconnaissance des pairs que j'ai beaucoup apprécié. Mais au-delà de ça, pas de commande, hein, c'est pas ça qui te ramène le projet. De toute manière, comme je disais au tout début, tu finis par retomber sur tes pattes à avoir des clients qui sont vraiment convaincus et qui sont pas dans l'image. Et les gens qui sont vraiment convaincus par des sujets pareils, bah, in fine, ils finissent par te connaître. Et ils viennent vers toi. C'est un peu je pense, le luxe de faire ça, c'est que les gens qui vont construire en terre, bah, il n'y en a pas beaucoup, ça court pas les rues. Qui vont vivre dans des maisons en terre, ou même dans les castes les plus intellectuelles, ça devient c'est très tendance, très niche, mais on va vouloir plus l'apparence. Avoir un enduit en terre va suffire. Et avoir des gens qui comprennent vraiment les enjeux, il y en a très peu, mais il y en a. Et ça réseau généralement en bouche à oreille. Hein, donc la biennale ou autre, pour moi c'était vraiment dans un continuum. On en fait ça, peut-être qu'il y aura un autre événement qui pourra nous permettre de continuer à porter le message, c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore un élément que tu aurais voulu absolument aborder, que j'aurais oublié? Non, je pense que si tu me demandes un message, surtout vraiment à des jeunes, là ils nous écoutent à côté aussi, et puis dans les écoles d'archi, c'est qu'il y a un vrai moment où il faut prendre des décisions, surtout dans un métier comme l'architecture, où tu prends des décisions par rapport à toi-même, où tu décides de risquer. De risquer de ne pas avoir de projet, quitte à fermer. Et où tu es vraiment convaincu, pas parce que ça flatte ton ego d'aller dans un sens ou un autre, mais c'est pas parce que c'est la bonne décision à prendre. Et c'est très difficile de faire ça. C'est généralement le plus dur. On va sûrement, à un moment ou à un autre, être tenté par l'idée d'éteindre cette petite voie et de continuer à tracer. Mais à un moment, il faut arriver au point où tu te dis, bon, ça vaut vraiment la peine qu'il y ait un moment de souffrance. Et qu'après, une satisfaction personnelle. Moi, si demain tout ça ferme, j'aurais au moins fait ma part des choses. Merci beaucoup. Merci à vous.